Bonjour à tous, voici le G Flex, un smartphone signé LG qui présente 4 particularités par rapport à la plupart des terminaux qu'on va trouver sur le marché. Première d'entre elles, c'est sa taille XXL. Vous voyez ici son écran de 6 pouces comparé à l'écran 4 pouces de l'iPhone 5S. On dispose d'une surface d'affichage nettement plus confortable dans le cas du G Flex. Par contre, c'est vrai qu'avec une telle surface d'affichage, on s'attendait à disposer d'un écran Full HD. C'est pas le cas, on est limité à du 720p, mais finalement, la définition est tout de même amplement suffisante. On peut pas dire que les pixels sautent aux yeux et au final, l'affichage reste vraiment très propre. Mais comme son nom l'indique, ce qui caractérise surtout ce LG Flex, c'est ici la présence d'un écran incurvé et également le fait qu'LG annonce qu'il s'agit du premier smartphone flexible vendu sur le marché. Alors on va revenir rapidement sur ces deux caractéristiques et on commence par la courbure d'origine. Vous voyez ici, je vous ai fait une petite capture d'écran du site officiel d'LG et on voit que là, le cintrage est vraiment très important. Qu'en est-il en réalité? Si je mets ici, si je fais un petit face-à-face avec le vrai smartphone sorti de la boîte, on voit que finalement la courbure est nettement moins prononcée sur le vrai mobile. Vous voyez ici, je vais m'amuser à faire ici un petit trait au crayon pour voir la différence entre les deux. Voilà, et on voit que oui, il y a quand même, comme qui dirait, une petite différence. Maintenant, on va mettre à l'épreuve l'aspect flexible du téléphone. Vous voyez ici, c'est au prix finalement d'efforts assez importants que vous allez pouvoir retrouver un téléphone plat. Alors, il faut vraiment insister, il faut y aller vraiment très très fort. Là, je force un maximum et je vais éviter d'aller plus loin, histoire qu'on puisse tout de même le tester un jour. Et d'ailleurs, LG précise bien sur son site, vous savez, c'est comme avec les contrats, il faut toujours lire ce qui est marqué en tout petit, que la position de 180 degrés ne pourra pas être tenue bien longtemps. Ensuite, est-ce qu'on peut l'incurver dans l'autre sens pour essayer de trouver plus ou moins la même courbure que celle qui est annoncée sur le site web? On va pouvoir y aller très légèrement, mais peut-être pas vraiment de manière aussi importante que ce qu'on voit sur le site web de LG. Et puis là, on va s'arrêter parce que finalement, on a quand même un petit peu peur d'arriver au point de rupture. Conclusion, flexible, oui, mais il faudra vraiment pas s'attendre, évidemment, à tordre son téléphone dans tous les sens. Autre caractéristique particulière de ce mobile, c'est ici la présence d'une coque qui est recouverte d'un matériau à mémoire de forme. Donc la coque est annoncée comme étant auto-réparatrice. Concrètement, lorsque vous avez des petites rayures superficielles, à partir d'une certaine température, donc il faut frotter la coque assez rapidement, la matière retrouve sa forme initiale. Alors bien sûr, ça marche peut-être pour les petites rayures, mais on imagine bien qu'avec un énorme coup de cutter au milieu, on ne va pas retrouver la forme initiale de la coque. Pour finir le tour du propriétaire, les touches de volume et d'allumage et d'extinction se retrouvent de nouveau à l'arrière du mobile, juste en dessous de l'APN de 13 mégapixels, donc comme c'était le cas avec le G2 par exemple. On va trouver ici un petit flash et juste à côté, le port infrarouge qui va permettre de transformer ce G Flex en une télécommande pour piloter les éléments de votre salon. Et c'est sur la base qu'on va retrouver la sortie au format micro USB qui permet de recharger l'appareil ou de transférer des données à l'intérieur de la mémoire interne de 32 Go non extensible par carte SD malheureusement, mais pas seulement. On pourra également l'utiliser comme sortie audio-vidéo, moyennant un adaptateur au standard SlimPort. Voyons cette fois ce que donne la couche logicielle. Alors on commence par une bonne nouvelle. Certes, ce G Flex est équipé d'une surcouche, mais toutefois cette dernière est tout de même un peu plus discrète que celle qui équipait le LG G2 et ça, on ne s'en plaindra pas. Ensuite, on va retrouver tout un tas de petites idées piochées ça et là, et notamment surtout du côté de chez Samsung, comme par exemple ces applications qui peuvent s'exécuter en mode fenêtré qu'on va retrouver là, alors que chez Samsung, c'était intégré à l'intérieur d'un dock situé sur la base. Ensuite, aussi d'autres petites idées, notamment qui favorisent l'ergonomie lorsqu'on le prend en main, le téléphone d'une seule main, parce qu'on voit que finalement sur l'écran de 6 pouces, tout ce qui se trouve sur la partie droite de l'écran lorsqu'on est droitier est difficilement accessible au pouce. Alors pour ce faire, on va ici trouver par exemple un petit clavier que l'on va pouvoir déporter à gauche ou à droite. Bien sûr, on peut également opter pour un clavier standard qui va occuper toute la surface d'affichage. Ensuite, autre petite idée, c'est ici les touches propres au système Android que l'on va pouvoir tasser sur la gauche ou sur la droite, comme ceci. Du côté de l'application téléphonie, on prend les mêmes et on recommence puisque le pavé numérique peut être déplacé à loisir sur la partie gauche ou sur la partie droite. Autant dire que c'est vrai qu'à une main, c'est nettement plus pratique. On retrouve également la batterie de petits gadgets basés sur la webcam qui permettent de garder l'écran allumé lorsqu'on regarde son téléphone, ou alors ici vidéo intelligente qui permet de mettre une vidéo automatiquement en pause lorsque vous détournez le regard ou de reprendre la lecture dès que vous regardez à nouveau votre téléphone. Puisqu'on en parle,
quid de la vidéo sur ce G-Flex? Eh bien tout d'abord, on va commencer par un petit gadget. Vous voyez ici, lorsqu'on tombe sur l'écran de verrouillage, en effectuant ce petit mouvement, on accède à une sorte de Media Center qui permet d'accéder soit aux photos, soit aux vidéos de YouTube. Alors on commence par les vidéos et on commence aussi avec une bonne nouvelle, puisque la certification DivX oblige, ce qui était également le cas du G2, on va pouvoir décoder à peu près n'importe quel format vidéo provenant d'Internet sans avoir recours à n'importe quelle application tierce. Vous voyez également que la surface d'affichage est vraiment très appréciable. Alors quid de la courbure? Est-ce que c'est vraiment plus confortable lorsqu'on regarde ces vidéos? Par rapport à un écran plat, on pourra peut-être pas aller jusque là, mais en tout cas il faut reconnaître que cette courbure s'avère plutôt agréable à l'usage. Parlons cette fois jeux vidéo avec un titre qui va vous rappeler que vous n'êtes pas encore sous KitKat, puisqu'avec la dernière mouture du système Android, avec le même titre, ici les barres qui intègrent les boutons tactiles d'Android disparaissent, ce qui permet de profiter de l'ensemble de la surface d'affichage avec les jeux qui le gèrent. Même cas de figure avec Riptide, les contrôles tactiles grignotent toujours bien la surface d'affichage. Concernant les performances, eh bien, on est quand même là en présence d'un des socles les plus puissants du marché à l'heure actuelle, puisque ce G-Flex est équipé d'un Snapdragon 800 quad-core cadencé à 2,2 GHz, équipé du fameux circuit graphique Adreno 320. On aurait aussi voulu voir ce que ça donne avec Real Racing 3, mais comme vous pouvez le voir sur cette photo d'écran, le titre n'est pas compatible à l'heure actuelle avec ce G-Flex. Alors on ne sait pas si c'est un problème côté éditeur ou côté LG, mais en tout cas on espère que ce souci de compatibilité est limité à ce titre. On arrive à la fin de cette vidéo, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce G-Flex? Alors tout d'abord, on s'en doute, mais il s'adresse avant tout aux gens qui apprécient les téléphones de grande taille, puisque cet écran de 6 pouces est vraiment très imposant. Ensuite, deuxième point, l'aspect flexible. Est-ce que c'est vraiment un gadget? Eh bien sûr, on va pas s'amuser à tordre son téléphone dans la vie de tous les jours, mais pourquoi pour moi c'est pas un gadget? Eh bien c'est parce que finalement, on peut imaginer que l'écran va peut-être pas se casser à la première chute, comme c'est le cas avec bien des autres smartphones. Ensuite, concernant la courbure, là, évidemment, c'est plus gadget, mais finalement, quand on regarde une vidéo ou quand on utilise le téléphone au quotidien, ce n'est vraiment pas du tout désagréable. Côté puissance, c'est ultra réactif. La partie photo, on verra ça plutôt lors du test. Mais finalement, je dirais que le seul et vrai problème de ce téléphone, ça va plutôt se situer au niveau de son prix, puisque sur une fourchette comprise entre 700 et 800 euros, ça va pas être donné à toutes les bourses. Pour le reste, pour l'instant, a priori, c'est vraiment du tout bon.